Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode débrief de la draft 2025, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. On enchaîne avec l'AFC Est, donc après avoir fait la NFC Est, l'épisode précédent. Je suis toujours accompagné d'Alex. Comment vas-tu, Alex ? Salut PA, salut tout le monde, très content de débriefer une division qui te tient particulièrement à cœur. Je vois pas pourquoi tu dis ça, effectivement. Si tu parles des Jets, peut-être pas. Mais effectivement, une division qui a... Bon, je vais spoiler un petit peu, peut-être plutôt bien drafté selon les équipes, on pourrait y revenir. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, comme d'habitude, Twitter, X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, @ le Front Office. Et puis sur le Discord, qui est en lien dans la description. N'hésitez pas également sur Twitch, comme on l'a évoqué, on est affilié depuis quelques jours maintenant, donc si vous avez un subprime qui dort un petit peu au fin fond de votre forfait ou de votre abonnement Amazon, et que vous ne savez pas quoi en faire, écoutez, on sera ravis de le recevoir. Comme pour l'épisode précédent, on va débriefer les 4 équipes donc, de cette division qui est l'AFC Est. On va les classer dans notre tier list. Donc, pour rappel, la tier S, les vainqueurs de la draft. La tier A, les bons élèves. La tier B, bonne draft, mais. La tier C, on a des questions sur leur stratégie. Et la dernière tier, la tier D, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est parti ? Let's go. Allez, on commence par les Bills qui ont fini donc, premier de division. Et je reprends leur draft. Donc avec leur premier tour, pick 30, ils ont sélectionné un cornerback de Kentucky, Maxwell Hairston. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ? Écoute, j'étais un petit peu surpris. Alors, je sais que les derniers jours avant le premier tour, il était monté un petit peu dans pas mal de boards, dans pas mal de mocks. On le voyait apparaître de plus en plus. Il a quand même eu un combine qui l'a fait monter aussi, notamment avec son temps. Je crois qu'il était à 4,29 sur le temps du 40 yards. C'est un cornerback qui est assez fin, enfin, c'est pas le plus physique, pas le plus grand cornerback, mais par contre, il a des qualités athlétiques pour son gabarit qui sont vraiment assez impressionnantes. En tout cas, c'est un mec qui va très très vite. Il a une recovery speed et des qualités sur cet aspect-là qui sont vraiment très intéressants. Il a une très bonne anticipation des lancers du quarterback, notamment sur des schémas de zone, où tu le vois souvent anticiper, par exemple, que ce soit des passes screen, et avec sa vitesse, il est capable de retourner le ballon pour une interception ou un touchdown. Et ça, c'est des qualités, je pense, qui sont pas passées inaperçues du côté des Bills. Alors moi, ça, je l'avais un petit peu plus bas parce que je trouve sur le run game, il a il a un peu des lacunes. Son gabarit ne l'aide pas et c'est pas un excellent plaqueur pour le moment. Je sais pas si ça le deviendra un jour, mais je pense qu'il y avait des joueurs où le plancher était un peu plus solide. Par contre, c'est vrai que lui, tu le draftes aussi pour vraiment ce côté capable de bloquer la profondeur et capable de créer des gros jeux sur, comme je l'ai expliqué, les anticipations, etc. Donc le choix peut s'entendre. Je te rejoins, le choix du corner était attendu pour les Bills. L'avenir nous dira si c'était le bon corner à choisir. Il y avait quelques noms qui semblaient être un petit peu plus devant que ce joueur-là. On va dire que le front office des Bills ne nous a pas habitué à prendre des très bons cornerbacks sur les premiers tours. Je pense à Kyrie Elam notamment, qui a eu du mal à se développer. Donc, on va espérer pour eux qu'enfin, ils touchent le bon corner en fin de premier tour. Avec leur deuxième tour, ils ont trade up pour remonter. Ils avaient deux deuxièmes tours, pardon. Donc, ils ont envoyé l'un des deux pour remonter et prendre le defensive tackle de South Carolina, TJ Sanders. Ouais, TJ Sanders, pardon, c'est defensive tackle plus orienté sur du pass rush qui va apporter dans un premier temps. Moi, je pense que j'étais un petit peu surpris dans une première mesure parce que c'est pas que le pic, je trouve, il est trop haut ou c'est un reach, quoi que ce soit, c'est à peu près le range dans lequel je l'avais. Mais je m'attendais plus à avoir un profil un peu plus nose tackle, un peu plus défense de course pour les Bills parce qu'ils sont déjà quand même une escouade à l'intérieur qui est assez intéressante. Après en soi, c'est vrai que tu as du Ogunjobi qu'on verra aussi qu'ils ont adressé ce need pour la course un peu après. Mais TJ Sanders t'apporte une qualité sur le pass rush et un développement qui est très intéressant.
Il formait une paire assez solide avec ton Kyle Mingway à South Carolina l'année dernière. Je pense qu'il va t'apporter dans la rotation dans un premier temps, avant de pourquoi pas prendre une place de titulaire. Peut-être avoir à la place d'un Daquan Jones. Je me demande pourquoi pas. Après, à voir si c'est vraiment complémentaire sur ce que tu as déjà, parce que Ed Oliver, c'est pas non plus le gabarit le plus imposant sur ta D-line. Donc mais à minima, ça reste un joueur qui va t'apporter une rotation ultra solide sur des situations de passe. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Il a montré des flashs aussi contre le jeu à la course. Et ça, ce sera tout le loisir du front office, en tout cas du coaching staff des Bills, de le développer sur ces aspects-là aussi. Mais ils apportent de la rotation sur la D-line, et en soi, j'aime bien l'idée et la volonté, en tout cas, de combler ce besoin. C'était un besoin de toute façon, effectivement, pour les Bills. La D-line, les postes de corner, safety, on en avait aussi un petit peu parlé. Ils sont partis sur ces 2 premiers postes avec leurs 2 premiers choix, donc voilà, on verra si les joueurs vont performer, mais en tout cas, ils se sont donné les moyens d'attirer 2 joueurs qu'ils estiment leur correspondre et qui vont avoir un impact immédiat. Donc je te rejoins là-dessus. Hein. Si TJ Sanders était très haut sur leur board, ils ont bien fait de trade-up pour remonter et l'avoir, parce qu'on a vu après qu'il y avait un petit rush aussi sur les defensive tackles. Donc ils se sont positionnés parmi les premières équipes, en tout cas sur le 2e tour, sur ce poste-là. Donc ils ont vraiment pu choisir le defensive tackle qui leur plaisait au début du second tour. Donc tout bénef pour eux. Ensuite, fin de 2e jour et 3e jour, on a sur le 3e tour, pick 8, London Jackson, le edge d'Arkansas. 4e tour, pick 7, Deone Walker, le defensive tackle de Kentucky. 2 choix au 5e tour, pick 34, Jordan Hancock, frère de Will Smith du coup. Cornerback d'Ohio State, avec le pick 37, Jackson Wose, tight end de Georgia Tech, avec 2 choix au 6e tour, pick numéro 1, Dorian Strong, cornerback de Virginia Tech, et le pick 30, Chase Lunt, offensive tackle de Connecticut. Et enfin, le 7e tour, pick numéro 24, Caden Prater, wide receiver de Maryland. Donc parmi cette liste de joueurs, lequel tu as préféré? Et si tu en as plusieurs. Alors moi, il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais j'ai envie de parler du 6e tour, Dorian Strong. Qui pour moi, alors c'est marrant, mais je crois que sur mon big board, il était pas si loin que ça d'un Maxwell Hairston en fait, sur mon big board personnel, et je trouve que c'est un joueur qui, je sais pas pourquoi il est descendu autant, j'ai pas à souvenir qu'il y ait une blessure ou quoi que ce soit durant le processus, mais pour moi c'est un cornerback qui peut arriver tout de suite en fait et être une rotation assez solide dans ta room. Qui peut t'apporter en tout cas de la rotation sur le poste extérieur dans un premier temps. Et qui est un joueur qui a montré aussi des qualités sur la presse. Ça aussi, c'est très important. Je pense que les Bills jouent pas mal aussi de presse. Ouais. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut jouer dans le fait qu'il l'ait choisi. Et puis après, c'est un joueur qui, moi, je l'attendais au moins au 3e tour. Tu le vois descendre jusqu'au 6e, ça m'a beaucoup surpris. Donc, ouais, il y a ce choix-là. Et après, j'ai bien aimé aussi le choix du tight end un peu plus bloqueur, qui peut apporter, qui peut laisser des opportunités à Janton Kincaid. Pour être un peu plus dans le slot et lui d'être plus dans un tight end inline. Ça peut aussi dire qu'un Dawson Knox va peut-être pas rester très longtemps encore ici, à voir comment ça se passe durant l'intersaison, mais j'en serais pas surpris non plus. Ou en tout cas, ils ont prévenu en tout cas le remplaçant de Dawson Knox, en tout cas sur l'intérieur en tout cas en tight end inline pour ces Bills. Je te rejoins là-dessus. Moi, je suis parti sur des tours un petit peu plus tôt. J'ai beaucoup aimé le choix de London Jackson, le edge d'Arkansas, mais j'ai plutôt parlé de Deone Walker, le defensive tackle, parce qu'il a un plafond qui peut être monstrueux s'il décide de se sortir les doigts, en fait. Si le mec se dit, tiens, c'est bon, je suis en NFL, maintenant, il faut que j'arrête mes conneries et que vraiment je me focus sur ma carrière, sur le fait de m'améliorer. Waouh, ça peut être un style de malade. Et on en avait parlé avec Pierre de Bills France. Lui, il était assez chaud sur Joshua Farmer, donc je peux un peu le chambrer parce qu'il est parti dans une autre équipe de la division. Mais Deone Walker, je pense vraiment que c'est vraiment un joueur, si vraiment il se met la tête à l'endroit et les idées bien en place, qui peut être très, très, très bon sur les années futures. C'est un petit pari avec le tour 4, parce que tu peux avoir des joueurs un petit peu plus NFL ready, on peut dire. Mais vraiment, s'il arrive à exploser son plafond comme ce qu'on peut le pressentir,
ça peut être une plus-value de malade avec un tour numéro 4. Donc, c'est bien pour eux. C'est des équipes comme ça, toujours bien placées, toujours haut de tableau, qui tentent un petit peu des paris. Parfois ça rate, parfois ça réussit. Si ça rate, c'est pas bien grave parce que l'effectif est tellement bien construit que ça se voit pas. Et si ça fonctionne, c'est un home run et bravo à eux, quoi. Donc, on est assez d'accord tous les deux. Notre consensus est le même, en tout cas, sur leur draft. On a placé les Bills en bons élèves. Moi, je dirais même très bons si on avait une petite tire entre les deux. Mais en tout cas, bons élèves, un peu de la même manière que sur l'épisode précédent, que ce qu'ont pu faire, par exemple, les Cowboys et Eagles, parce qu'ils ont considéré vraiment des joueurs sur des besoins, sur des postes, en tout cas, sur lesquels ils avaient des besoins assez haut dans la draft. Ils ont considéré aussi le tight end, le cornerback, donc propre, très très bien pensé encore. Eux, par contre, n'ont pas hésité à bouger. Hein. Ça a trade up, ça a trade down. Ils ont vraiment pris des assets, donné des assets. Mais voilà, ils ont les joueurs, je pense, qui étaient présents au moment où ils les ont eus sur leur board. Donc on verra. On verra ce que ça va donner. Une draft défensive aussi, tu vois. Très axée défensive. C'est un besoin. Ouais. Voilà, ça, on sait que leur offense l'année dernière était une des meilleures NFL. Ça marquait 30 points par match. Et j'ai lu une déclaration du GM aujourd'hui qui le disait, je crois, avec des insiders de chez les Bills, qui comprenaient pas pourquoi, enfin les insiders en question comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas pris de receveur. Mais ils le disaient très bien, c'est que les Bills, ils ont marqué 30 points par match et ils ont Josh Allen. En fait, c'est ça, c'est que tu peux te dire que tu aurais préféré tel ou tel joueur, mais à partir d'un moment, en fait, les faits sont là, ils sont une des meilleures offenses NFL, et ils avaient des besoins de l'autre côté du ballon, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont comblé ces besoins, donc pour moi, c'est très clairement un des bons élèves, et comme tu dis, très bons élèves de cette QV. Ils auraient pu, enfin, s'ils avaient été en tant que vainqueurs, c'est parce que moi, j'aurais peut-être vu peut-être un semi-reach sur Maxwell Hairston, et encore, c'est s'ils avaient fait une super value sur un de ces joueurs-là, tu vois. Il y a le trade-up pour aller chercher TJ Sanders, t'as lâché un peu des assets. C'est des bons mais ils joueurs, avaient deux deuxième tours, donc. Mais ça manque me choque d'un pas. style, tu vois. Hormis Dorian Strong, je vois pas un joueur qui a été pris vraiment beaucoup plus bas que sa value, tu vois. Ouais. Mais c'est une draft ultra solide, tu l'as très bien dit. On enchaîne avec les Miami Dolphins qui ont pris avec le premier choix et le pick, que je dise pas de bêtises, que je reprenne. Ils sont là, pardon. Avec le pick 13, ils ont pris le defensive tackle de Michigan, Kenneth Grant. Je vais commencer sur ce pick-là. Je suis très content pour les Dolphins. C'est un énorme run stopper. Je pense qu'ils avaient un besoin très prégnant sur ce poste-là. Et ça va être un joueur d'impact immédiat pour ces Dolphins-là qui étaient un petit peu en galère sur la D-line. Ils ont perdu plusieurs joueurs sur les 2 dernières intersaisons. Ils ont toujours Ziegler qui fait une super carrière, encore une fois une super saison l'année dernière. Donc ça peut être que bénéf pour eux. Mais de rajouter vraiment un joueur de talent sur la D-line, ça va permettre d'ajouter plus de pression de la part de la défense et aussi de moins exposer, je dirais, le backfield défensif, que ce soit corner ou safety. Parce que là, on pourra en parler, il y a un peu plus de défauts. Non, très clairement, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs disponibles et ils sont partis sur aussi l'objectif de stopper le jeu contre la course des adversaires, d'arrêter de se faire rouler dessus. Ils veulent aussi libérer un petit peu des espaces pour tes pass rushers. Alors, tu sais que tu as un Chop Robinson qui a commencé à montrer des très beaux flashs. Tu as toujours Jalen Phillips. Tu as encore des joueurs sympas sur la rotation. Donc, pour moi, prendre un Kenneth Grant, c'est aussi s'assurer que sur des troisièmes tentatives, par exemple, quand il va les jouer, il va pas en jouer non plus énormément sur sa première année, mais à l'avenir, il va en jouer. Qui sera double team parce que ce mec est un gabarit trop imposant pour le laisser tout seul en fait. Et pour moi, remplir ce need-là, enfin, ils en avaient vraiment besoin d'un nose tackle. Et sur cette draft, en tout cas, ils l'ont bien adressé. Il est descendu à eux, hein, parce que moi, je voyais plutôt Kenneth Grant pris par les 49ers notamment. Donc, ils ont profité en fait que ce joueur-là descende vraiment à eux. Donc, tout bénef pour eux. Là-dessus, nickel. Sur le deuxième tour, avec le pick numéro 5, ils ont pris le garde d'Arizona, Jonas Savainaya, via un trade que je suis en train de chercher. Avec les Raiders. Avec les Raiders, c'est ça. J'essaie de voir la compensation. On a récupéré leur troisième tour, le 98, je crois, dans la compensation. Ouais, c'est ça. Et ensuite, une sorte de swap 135, 143. Ça me paraît peu quand même.
Oui, il y a eu un swap après au quatrième. On a réussi un swap, un quatrième, je crois. Quatrième et un cinquième. Mais non, pour le choix, pour moi, c'est cohérent. Alors peut-être c'est un poil tôt, mais bon, ça dépend vraiment des boards. Et en fait, on l'a vu tout de suite, on en a parlé durant la première émission, mais les O-line, ça c'était pas une cuvée si démente que ça. Ouais. Et ils ont dû forcer, je pense, un peu le pic quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'O-line qui commençaient à partir et les O-line les plus intéressants. Et je pense qu'un Savaiena rentre totalement dans leur système. Alors à voir quelle position exactement il va jouer. Je pense que ce sera un garde à l'échelon supérieur, même s'il a joué tackle à Arizona. Je pense que ce sera un garde. Et pour moi, avoir ta O-line avec Austin Jackson, Savaiena, du James Daniels, du Patrick Paul, tu vois, tu as rajeuni un peu l'effectif avec notamment Patrick Paul déjà que tu avais drafté l'année dernière. C'est protéger toi est une des missions principales et pour moi je pense que c'est réussi dans un premier temps sur cette QV, en tout cas sur cette draft. T'as proposé, t'as essayé de prendre un choix qui allait dans ce sens, donc je comprends le pic, même si c'est un peu tôt pour des gens, je peux comprendre, et que t'as trade up aussi, t'as lâché un choix du troisième tour, Ouais. mais je sais pas s'ils avaient vraiment le choix en fait. Alors, du coup, pour suivre pas mal cette division, et notamment les Patriots, il semblerait que les Patriots étaient sur ce joueur-là avec le pick 38, donc juste après. Donc, ce qui expliquerait en fait le trade-up pour les Dolphins, qu'ils le voulaient vraiment. C'est ce qui est ressorti en tout cas des insiders. Donc, je te rejoins, plutôt bon pick à un besoin parce que la O-line, elle est décimée des Dolphins. Donc, en fait, là, avec leurs 2 premiers tours, ils prennent normalement 2 joueurs d'impact et 2 starters immédiats. Pour moi, c'est tout ce qu'on cherche dans une draft, en fait. Donc, comme tu l'as évoqué avec le trade, ils n'avaient plus de tour numéro 3, ils n'avaient pas de tour non plus numéro 4. Donc, on va enchaîner directement avec les trois picks du 5e tour, avec le pick numéro 5. Ils ont pris Jordan Phillips, défensif tackle de Maryland, avec le pick 13, Jason Marshall Jr., le cornerback de Florida, avec le pick 19, Dante Trader Jr., de nouveau safety de Maryland. Le 6e tour, pick numéro 3, Ollie Gordon, the second running back d'Oklahoma State. Et tour numéro 7, 2 choix, le pick numéro 15, Quinn Ewers, quarterback de Texas, et pick 37, Zeke Biggers, defensive tackle de Georgia Tech. Je vais commencer. J'aime beaucoup, moi, le choix Ollie Gordon, parce que je trouve que ça vient en complément de la running back room qu'ils ont actuellement. Parce que c'est moins un speedster, c'est plus un joueur assez physique là-dessus, qui a fait une sale saison l'année dernière, pour certaines raisons. Je pense que ça vient un petit peu également de sa fac. Mais en tout cas, en 2020, donc saison 2023, il avait été vraiment très, très bon. Donc, à voir ce que tu obtiens. Est-ce que c'est le Ollie Gordon de 2023 ou le Ollie Gordon de 2024 que tu as dans ton effectif? Mais en l'état actuel, je trouve qu'avec un 6e tour, tu prends pas énormément de risques. Et si ça clique, c'est tout bénef pour ton attaque, notamment au sol. Oui, puis comme tu dis, ils ont perdu Raheem Mostert qui remplissait un petit peu ces tâches de running back un peu physique, même s'il avait quand même une vitesse que n'a pas, je trouve, Ollie Gordon. Ouais. Mais c'est un très bon pass protecteur aussi. Donc sur des 3e tentatives, par exemple, je pense qu'il pourra apporter aussi là-dessus. Pour protéger Quinn Ewers. Voilà. Bon, après, moi, ce sera pas mon choix que j'ai lu parce que Quinn Ewers, j'en suis pas un gros fan. Non, comment dire, j'avais pas non plus. En fait, il y a des choix qui me surprennent un peu. J'aurais bien aimé qu'ils aillent sur des. Par exemple, on a parlé tout à l'heure au 6e tour, un Dorian Strong, et je trouve que les defensive backs des Dolphins, c'est assez compliqué. T'as Storm Duck, pareil, encore un des meilleurs noms de NFL. T'as Jalen Ramsey qui a montré ses envies de trade. T'as Kader Kohou dans le slot qui a fait des bonnes saisons. T'as Cam Smith, mais on sait toujours pas ce qu'il vaut vraiment, Cam Smith. Et pour moi, tu avais un profil comme Dorian Strong qui aurait été parfait pour, pourquoi pas même choper une place de titulaire dès le début. Sinon, après, j'aimais bien Jordan Phillips, mais pour moi, c'est plus un profil de run stopper. Et tu l'as déjà pris avec Kenneth Green, donc je trouve que ça fait un peu doublon, voire même triple, parce que tu as pris quand même Zeke Biggers de Georgia Tech, qui est pareil aussi un profil un peu plus d'obstacle. J'ai pas trop compris l'enchaînement de ces picks sur les defensive tackles. Pour moi, c'est pas très complémentaire. Après, en soi, peut-être leur leitmotiv c'était de vouloir stopper le jeu contre la course et ça peut s'entendre, mais pour moi prendre 3 joueurs qui vont être les remplaçants des uns et des autres, je suis pas sûr que ce soit le plus judicieux pour avoir une stratégie cohérente. J'aurais bien aimé un profil un peu plus peut-être 3-4 defensive end ou 3 techniques defensive tackle. Tu vois, il y avait des choix hein. Au 5e tour, tu sais, ils prennent Jordan Phillips, tu vois, il y avait des Gigi Pigs qui est parti aux Raiders et qui aurait pu rentrer dans ce profil-là de 3 techniques à développer que tu as dans ta rotation qui peut être intéressant. Donc je suis un peu plus circonspect par ce 3e jour où il n'y a pas non plus un joueur qui ressort chez moi.
Jordan Phillips, c'est pas un mauvais joueur, mais comme, tu vois, comme je l'ai dit, tu as Jack Nesgren, donc à partir de là, ça va être compliqué pour son développement. Après, on verra s'il arrive à développer son pass rush et peut-être dans ces cas-là avoir un peu plus de répétitions sur des 3 techniques, et être soit un complément à Kenneth Grant, mais ça, on verra et ce sera l'avenir qui nous le dira. Ouais. Dans la liste, du coup, on les a mis en bonne draft mai, donc tier B. Je suis assez d'accord dans le sens où les Dolphins, on savait que ça allait être une intersaison assez compliquée. Ils ne pouvaient pas combler tous les trous de leur effectif avec une seule draft, en sachant qu'ils n'avaient pas non plus un cap space démentiel pour la free agency. Donc je pense que ça se fera en 2 temps, et que là, ils se sont contentés sur certaines skill positions, tu disais, defensive tackle notamment, et potentiellement à la prochaine free agency, voir avec le trade de Ramsey s'ils ne peuvent pas récupérer non plus un autre cornerback pour compenser un petit peu son départ. Mais voilà, pour moi, les intersaisons des Dolphins, ça va être sur 2 ans. Et puis voilà, on est à la fin de la première année, on va déjà pouvoir faire un semi-bilan. Et puis ça sera de l'année prochaine, on pourra faire un vrai bilan des 2 ans de Will Grier et du head coach. On continue avec cette division et les New York Jets qui ont pris avec le premier tour le pick numéro 7, l'offensive tackle de Missouri, Armand Membou. Exactement. Alors, moi, je trouve que c'était un des choix les plus safe, pareil, de cette QV. Ils ont perdu Morgan Moses. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le meilleur tackle droit de cette QV avec Armand Membou. Le plus attendu, en tout cas, ouais. Le plus attendu en tout cas, et celui qui a le profil athlétique le plus, on va dire, qui fait le plus saliver les GM NFL. C'est peut-être un joueur sur lequel il y aura du développement à faire, ça c'est sûr, sur de la technique notamment, mais en tout cas d'un point de vue athlétique, le mec a fait un combine assez historique, je crois, pour sa position. Et que c'est un joueur aussi qui rentre, je pense, dans une idée d'avoir un peu plus de schéma de zone, de bloc en zone, parce que lui, c'est vraiment se projeter sur le second niveau, sur des pas de côté assez rapidement pour bloquer et faire des schémas de outside zone. Pour les running backs, ça peut être vraiment très intéressant. Et tu as un joueur comme Brice Hall, où tu sais qu'il peut être très très bon sur ces schémas-là, et c'est ce qui a un peu manqué, je trouve, ces dernières années. Donc pour moi en soi c'est un très bon point pour le passing game parce que tu protèges d'un côté Justin Fields, mais tu ouvres aussi des brèches pour ton jeu au sol, que ce soit Braylon Allen ou Brice Hall dans un premier temps. Tu as parlé de Justin Fields, j'avais oublié que c'était lui le quarterback. Rien d'autre à ajouter, c'est vrai qu'on l'avait évoqué sur notre mock draft et même pendant plusieurs semaines. Si le joueur tombait jusqu'au Jets, c'était clairement le fit parfait pour eux. Ils ont perdu Moses, qui remplace un très grand mec bien baraque par un très grand mec bien baraque, et beaucoup plus jeune. Donc voilà, bon choix des Jets sur ce premier tour. Avec le tour numéro 2, pick 10, le tight end de LSU, Mason Taylor. Peut-être un petit peu plus de choses à dire. Moi, j'aime bien le choix. Je vais commencer là-dessus. J'aime bien le choix parce que c'était un réel besoin. On l'avait également évoqué pendant l'intersaison. Ils ont perdu Tyler Conklin. Ils n'avaient personne derrière. Tu prends un joueur à développer parce que clairement, il est moins bon que les 2 qui ont été pris devant lui, Warren et Loveland. C'est pas non plus un Brock Bowers, on va pas se le cacher, mais je pense sincèrement que ça va être la soupape de sécurité de Justin Fields, qu'ils ont une escouade de receveurs, en tout cas avec Garrett Wilson, qui tient la route, et qu'en fait, tu apportes une cible supplémentaire, je dirais, à Justin Fields, qui va lui permettre d'avancer les chaînes peut-être un peu plus facilement qu'avec les tight ends qu'il y avait dans la room avant la draft. Ouais, et puis aussi, je pense qu'il y a une stratégie qui s'est lancée aussi, c'est qu'il a commencé à avoir un reach au 2e tour sur les tight ends. Ouais. Et je pense que les Jets l'ont pressenti un petit peu, notamment il y a eu les Rams, il y a eu les Browns, il y a eu pas mal d'équipes qui se sont précipitées sur des tight ends, plus ou moins avec de réussite. Et moi je trouve qu'en soi, alors moi je l'ai trouvé qu'il était un peu haut ce choix dans un premier temps, mais quand tu prends en compte l'entièreté de la draft et que derrière ça a enclenché un move de rush sur les tight ends, je me suis dit, au final tu as peut-être celui qui a un des plus gros potentiels. Parce qu'il a quand même que 20 ans, faut pas l'oublier. C'est un joueur qui, moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé assez bon partout, mais excellent nulle part. Ce sera aussi au staff des Jets de voir un petit peu sur quoi il pourra t'apporter en plus que ce qu'il a montré à LSU. Et ça va être très intéressant à suivre. Je ne sais pas si ce sera le titulaire à la week 1. Par contre, je ne serais pas étonné qu'il soit titulaire dès la fin de la première saison. Et à l'avenir, comme tu l'as dit, ce sera la soupape de sécurité de Justin Fields, ou en tout cas du prochain quarterback, à voir si Justin Fields reste chez les Jets encore plusieurs années, mais
Mais pour moi, c'est un choix qui, dans tout le cas, même s'il a 20 ans, tu sais qu'à la fin de son contrat rookie, il aura encore 24 ans. Si Ouais, jamais tu l'as bien développé, tu peux avoir quand même un très bon tight end à l'avenir, quoi. exactement. Avec le tour numéro 3, le pick 9, Azareyev Thomas, le cornerback de Florida State. Tour numéro 4, pick 8, Arian Smith, wide receiver de Georgia. Toujours le tour numéro 4, pick 28, Malachi Moore, le safety d'Alabama. Avec le tour 5 et le pick 26, Francisco Muegua, linebacker Miami. Et le pick 40, toujours sur le 5e tour, Tyler Baron, edge de Miami. Les supporters du Jets ont pu aller se coucher beaucoup plus tôt que nous à la fin du 3e jour, parce que voilà, après le pick 40, donc du 5e tour, ils n'ont plus de joueurs ni d'assets. Là-dessus, est-ce qu'il y a un joueur, toi, que tu veux ressortir? Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est le safety Malachi Moore. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une très belle value et de toute façon, ils l'ont senti aussi parce qu'ils sont allés trade up, je crois, pour aller le chercher. À la fin du 4e, si je dis pas de bêtises, ouais, à la fin du Oui. 4e. Moi, très très bonne value. Je pense qu'il peut t'apporter déjà dans ta rotation et même pourquoi pas être le safety titulaire. Je crois qu'ils ont Adams en safety titulaire. Après, j'ai plus la depth chart sous leurs yeux, mais ils n'ont pas une room de safety Ils ont signée non André plus. Cisco des André Cisco Jaguars et qui vient de Tony Adams. signer, ouais. Bah, je pense qu'André Cisco sera titulaire avec Adams dans un premier temps, mais Malachi Moore va vraiment pousser fort dès le training camp pour avoir des snaps en tant que titulaire. Et pour moi, c'est ton safety potentiellement d'avenir. Je ne sais pas pourquoi il était si bas que ça dans certains big boards. Enfin, tu voyais dans pas mal de mocks encore disponibles au 6e tour. Je me disais, mais pourquoi ça? Enfin, moi, je le vois vraiment partir, que ce soit au 3e tour ou au 4e tour, en fait. Donc, pour moi, je pense qu'ils ont fait une vraie value sur ce pic-là. Et c'est très intéressant de renforcer ton backfield à ce moment-là aussi. 100% d'accord avec toi. Moi, je pars plutôt sur le corner, Azareyev Thomas. Parce qu'ils ont signé Brandon Stephens des Ravens pendant l'intersaison. Moi, il m'a pas du tout convaincu chez les Ravens. Et je pense que Thomas, très sincèrement, il peut postuler à une place de titulaire si ça matche bien, si ça fonctionne bien. Alors, peut-être pas dès la première semaine, mais en cours de saison, je serais vraiment pas étonné qu'ils prennent beaucoup plus de snaps et de reps que Brandon Stephens. Parce que Sauce Gardner va rester le cornerback numéro 1, bien évidemment. Moi, je l'avais un peu pressenti, ce besoin de corner. Ils l'ont adressé au 3e tour avec, je trouve, un super corner encore dispo. On va voir si ça fit, si ça matche bien, mais en l'état, en tout cas, c'est vraiment très, très intéressant ce qu'ils ont proposé sur ce poste-là. Puis il est jeune et c'est dans son université de Florida State, c'est une des équipes qui qui courait le plus de schémas en couverture individuelle dans leur conférence. Et on sait que les Jets sont raffolent en tout cas des couvertures individuelles pour les corners, en tout cas de bons Ouais. sur de la presse. Et ça, c'était une de ses grosses qualités. Alors après, par contre, dans un deuxième temps, ça va être intéressant de suivre aussi parce qu'il n'a pas fait un super combine et je pense que c'est ce qu'il a fait descendre aussi. Il a fait, je crois, un temps de 4,58 sur son 40 yards. Quand tu es en presse, avoir ce temps-là, ça peut le desservir et les équipes peuvent en profiter. On sait que tu as des speedsters un peu dans ta division. Donc ça va être très intéressant à suivre sur ce côté-là, mais comme tu l'as dit, cornerback très très talentueux. Voilà pour les Jets. Du coup, dans notre tier list, on les a mis en roulement de tambour. Bon, je vais dire, c'est toi qui l'as fait, hein, c'est pas bon. En bonne draft, mais ça manque d'un petit joueur d'impact. Ouais, bonne draft, mais Après, c'est ça. au niveau de leurs besoins, c'est vrai que s'il y avait eu un tight end d'impact pris à ce pic-là, pourquoi pas. Mais c'était aussi la QV qui faisait que on n'avait pas une QV de tight end. Elle était homogène, mais en termes de talent, il y en avait un ou deux qui ressortaient, et après le reste était un petit peu plus linéaire, en tout cas dans les performances. C'est ça. Puis ça manque un peu je trouve, de leur receveur room, elle est encore assez faible, je trouve. Tu vois, Arian Smith, je suis pas convaincu par le choix. Il y avait encore du Jalen Royals ou du Eli Callion Manor de disponible. Et pareil sur les defensive tackles, ça aurait été bien, sachant que la QV est très profonde, d'aller chercher peut-être un petit gars. Pour épauler Quinnen Williams. C'est ça, tu vois. Après, bon, ils prennent Malachi Moore, ils avaient des besoins aussi. Donc, tu peux pas combler tous tes besoins, mais c'est pour ça qu'on dit bonne draft, mais tu aurais pu aller chercher quelques petites choses en plus, receveur ou defensive tackle. C'est ça. Et on va passer donc sur la dernière équipe de cette division, les New England Patriots, qui ont pris avec le premier tour, le pick numéro 4, Will Campbell, l'offensive tackle de LSU. Je vais te laisser en parler parce que c'est toi qui es peut-être le plus heureux de ce choix. On était en discord quand tu l'as appris et tu étais très content.
Ouais, après, on va pas trop élaborer, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que je suis content parce qu'ils n'ont pas fait une folie. Pour ne pas parler d'un joueur qui a été pris au deuxième choix du premier tour, notamment. Mais ça vient combler un besoin. C'est le meilleur tackle de cette QV. Il a des soucis physiques, effectivement. Et quand je dis physique, c'est pas de blessure, c'est qu'il a un wingspan qui est un des plus faibles historiquement pour ce poste-là. Maintenant, voilà, il a prouvé pendant 3 ans avec LSU que c'était un super offensive tackle. On rappelle, 4 sacs en 3 saisons. Et encore, j'ai regardé des détails, puis il y a au moins un sac qui n'est pas pour sa pomme. C'était Nussmeier qui est sorti de sa poche alors qu'il n'y avait pas besoin. On va voir ce qui va donner, mais qui performe ou pas, le process est bon. Il faut protéger et entourer Drake May. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas avec Will Campbell. Donc sur le premier tour, ouais, effectivement, très 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 content. Avec le tour numéro 2 et le pick 6, ils sont partis sur un running back, celui d'Ohio State, Treveyon Anderson. On était assez surpris à ce moment-là parce qu'on pensait à des skills players, mais peut-être du côté peut-être des receveurs ou même un edge. Il y avait quand même encore une très belle classe de edge pour vous. Mais en soi, quand il réfléchit bien, pour moi, je vois que c'est un choix pour moi qui a du sens. Tu as une running back room qui manque un peu de folie. Et ton équipe en général en offense manquait un peu de folie. Je trouve que Treveyon Anderson peut t'apporter ça. Il a cette capacité d'avoir des gros big plays. On l'a vu à Ohio State l'année dernière. Et il formait un très bon comité avec Quinshon Judkins qui est parti quelques pics avant. Donc je pense que les Patriots se sont dit aussi que les top running backs commençaient à partir et qu'ils n'auraient pas été disponibles avec leur choix du 3e tour. C'est pourquoi ils ont peut-être allé peut-être un peu rich entre guillemets, selon les bug boards toujours, mais un peu rich sur ce choix-là. Mais je trouve qu'il apporte une complémentarité que tu n'avais pas et que tu commences à avoir une room qui commence à être intéressante avec Ramondre Stevenson, qui a un peu plus ce profil de powerback et qui sera là peut-être plus sur des premières ou deuxièmes tentatives. Et Treveyon Anderson, ce sera le spécialiste sur les 3e tentatives. De toute façon, il est vraiment excellent sur le pass pro et il a montré qu'il pouvait être une menace sur des jeux à la réception également. Donc pour moi, c'est un running back qui va être complet, qui à terme, je pense, deviendra un très solide running back en NFL. Il y a peut-être pour l'instant cette interrogation de savoir s'il peut jouer en dehors des comités. Ça va être à suivre. Mais je pense que dans un premier temps, sur un comité, ça va être excellent. Et puis au fur et à mesure, il va prendre de plus en plus de snaps. De toute façon, le coordinateur offensif des Patriots, c'est Josh McDaniels, qui a toujours fonctionné en comité. Donc, il va s'intégrer parfaitement. Moi, j'ai 2 lectures là-dessus. Effectivement, il y avait eu un mini rush sur les running backs et je pense qu'ils ont voulu prendre celui qui était le plus haut sur leur board. Il ne faut pas oublier que c'est Vrabel, le head coach, et qu'il était au Ravens et qu'il s'est appuyé sur un jeu au sol très très fort avec Derrick Henry, qui lui aussi avait été pris au 2e tour. Alors, ce n'est pas du tout le même profil, bien évidemment, mais je ne suis absolument pas étonné du choix. À la lecture sur le 2e tour, j'aurais préféré un edge parce qu'il y avait des mecs comme Nick Scurton notamment qui étaient dispo et c'est vrai que j'étais assez surpris et je m'en suis pas caché quand on voit le reste de la draft et je vais le donner. Finalement, ils ont réussi à bien s'en sortir avec ce qu'ils ont pu avoir. Donc en fait, apporter du talent, de la value directement avec ce type de running back, pour moi, c'est tout bénef pour eux. Donc, on enchaîne avec le tour numéro 3, le pick 5, qui sont partis sur un receveur de Washington State, Cal Williams. Ensuite, le pick 31, toujours sur le tour numéro 3, Jared Wilson, le centre de Georgia. Le 4e tour, pick numéro 4, Craig Woodson, le safety de California. Toujours au tour numéro 4, pick 35, Joshua Farmer, defensive tackle de Florida State. Au tour numéro 5, le pick numéro 8, Bradyn Swinson, le edge de LSU. Avec le tour numéro 6, pick numéro 6, Andrés Borregales, le kicker de Miami. Et ensuite, petit festival avec le 7e tour, pick numéro 4, Marcus Bryant, offensive tackle de Missouri. Avec le pick 35, Julian Ashby, le long snapper de Vanderbilt. Et le Mr. Irrelevant, pick numéro 41, Kobe Minor, defensive back de Memphis. Est-ce que toi, tu as un ou plusieurs joueurs ou, voilà, Je commence par lequel ? Parce que là, les Patriots, j'ai l'impression, de toute façon, quand on suivait en live, moi, j'ai l'impression à chaque fois des Patriots, j'étais en mode putain, mais ils ont fait encore un super choix en fait. Je crois qu'il y a eu 4-5 pics de suite où je me suis dit, mais c'est le joueur que je voulais ou c'est un joueur super bien. Enfin, mais c'est quoi, j'ai envie de partir sur le joueur où je trouve qu'il y a la meilleure value. C'est Bradyn Swinson, le edge de LSU, pour moi, qui c'est un joueur qui était annoncé entre le 2e et le 3e tour, Ouais. qui descend jusqu'au 5e.
Alors de ce que j'ai entendu dire, il y a eu des problèmes de comportement, etc. Peut-être c'est pour ça qu'il a glissé dans les boards, mais bon, glisser jusqu'au 5e, tu vois. C'est pas un comportement, j'en ai parlé avec, je sais plus qui d'ailleurs, qui avait un peu suivi son cas. C'est qu'en fait, il a pas peur de dire ce qu'il pense au coach. Ok, bon, tu vois. Donc je me dis qu'avec Brabel, en fait, ça peut matcher. C'est juste Ça peut matcher, hein, c'est ça. Mais du coup, en vrai, si tu te dis que c'est juste ça le problème, bah en fait, tu as fait une super value sur un joueur qui va t'apporter dans une rotation, dans un premier temps, en première année, mais tout de suite, en fait. Ouais. Et pour moi, ce serait même à terme, d'ici même peut-être la deuxième saison ou la fin de la première année, pourquoi pas un de tes edge principaux, parce que ta room de edge, elle se résume à Roll Landry, et du Keyon White aussi. Ouais. Tu as aussi Clavon Chason que tu avais re-signé qui était aux Raiders auparavant. Donc pour moi, il a vraiment une carte à jouer et c'est pourquoi je trouve que c'est hyper intéressant déjà d'avoir récupéré au 5e, mais en plus d'améliorer ton escouade de edge. Et j'aurais été, t'en as parlé tout à l'heure, mais c'était un peu dommage pour les premiers tours de ne pas avoir pris de edge. Mais quand tu fais une value comme Bradyn Swinson, en fait, c'est un mec que tu aurais pu prendre au 2e ou 3e et peut-être personne n'aurait eu rien à redire en fait. Donc, en fait, pour moi, la différence là, de niveau entre ce que tu prends avec Trevion Anderson, que tu aurais pu retrouver au 4e tour et en 5e tour, pardon, et Bradyn Swinson que tu prends au 5e tour. Colossal en fait. C'est voilà. Ouais. C'est ça. Et il y avait celui-là et Craig Wilson aussi, le safety de California que j'aime beaucoup, qui a un profil assez complet dans le backfield défensif. Et PA, je te vois sourire, mais moi je pense qu'il peut vraiment trouver une place dans la rotation dans vos safety. Donc pour moi, ou même en tant que nickelback, hein, c'est un mec polyvalent. Donc pour moi, il a vraiment cette capacité à être polyvalent et être efficace sur ses jeux. Il est considéré comme un reach par rapport au consensus, etc. Mais en fait, je pense vraiment que c'est un joueur qui, pour le coup, lui, a été choisi par Vrabel parce que ça rentre clairement dans le style de joueur qu'il recherche. C'est vraiment un mec qui peut être, comme on dit en anglais, versatile, qui vraiment peut jouer plusieurs positions. Il l'a fait avec California, donc on va voir comment il s'intègre. Moi, pour le mien ou pour les miens, je ne sais pas sur qui partir. Il y en a tellement, effectivement, comme tu l'as dit. Joshua Farmer, c'était chouchou, donc j'ai crié dans mon micro éteint quand il a été drafté, j'étais tellement content. Mais j'adore Cal Williams, le receveur, mais je vais partir sur Jarrett Wilson. Donc, je vais faire un peu hipster parce que c'est un centre, mais pour 2 raisons. Le premier, c'est que c'est un besoin essentiel parce que Vrabel a décidé de faire la politique de la terre brûlée et de jarter un petit peu tous les capitaines d'équipe qu'avait Belichick à l'époque. Donc David Andrews, qui était l'un des derniers survivants à avoir remporté le Super Bowl. On a pris Garrett Bradbury à la free agency et clairement, en fait, Jarrett Wilson au training camp, il peut très bien le surpasser. Et la deuxième lecture que j'en ai, c'est qu'on a trade down 2 fois en fait, pour l'avoir, parce qu'on avait le pic 77 ou quelque chose comme ça. Et on a trade down 2 fois. Donc, en fait, on a accumulé des assets, ce qui nous a permis de pouvoir trade up pour prendre Joshua Farmer, ce qui nous a permis d'avoir des pics pour avoir Bradyn Swinson et pour avoir Andrés Borregales via des trade up et des trade down également. Donc, en fait, au-delà du choix de Jarrett Wilson, c'est également toute la manière d'apporter, voilà, toute la stratégie et toute la manière qu'a eu le front office et Vrabel de naviguer en fait dans ce board, dans cette draft et d'essayer d'avoir à chaque fois le meilleur joueur sur leur board et le meilleur joueur en fait le BPA au moment où il piquait en fait. Donc c'est effectivement, je ne suis pas habitué, moi, en tant que supporter des Patriots, à avoir une draft comme ça. J'en ressors souriant depuis une semaine. J'arrive pas à m'enlever le sourire que j'ai sur le visage. Je suis extrêmement pressé de commencer les training camps et de commencer les matchs de pré-saison. Mais effectivement, en l'état, et pour revenir sur la tier list qu'on a fait, tous les deux, on les a mis en vainqueurs de draft parce que vraiment, il y avait beaucoup de besoins dans l'effectif des Patriots et vraiment, je vais omettre toute la partie free agency qui avait déjà comblé pas mal de besoins. Mais t'en sors de cette draft avec des joueurs où tu dis, il y a eu 11 pics. Sincèrement, il y en a 8 qui peuvent être titulaires dans l'effectif, quoi. Et ça, c'est quand même extrêmement impressionnant. T'en as 8 qui peuvent avoir au moins un minimum rotation, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et il y en a un qui a sa place, lock, on va dire, c'est Julian Ashby, le long snapper, puisque dans la foulée, ils ont cut le légendaire Joe Cardona, qui était là depuis énormément d'années, je crois que c'était 2013 ou 2015, quelque chose comme ça. Donc voilà, lui, il a sa place lock automatiquement. Mais il y avait un besoin en kicker, ça fait rire, toujours 6e tour, mais il y avait un besoin parce qu'on n'avait personne, on prend l'un des meilleurs du football universitaire la dernière année. Enfin voilà, vraiment une draft qui est hallucinante parce que pas habitué et parce qu'à chaque fois, ça prend des joueurs avec une énorme value considérés comme tels sur des postes à besoin. Bon, finalement, nous, la draft, quand elle est tombée à nous, on a eu de la chance cette année, c'est-à-dire qu'on a eu des joueurs dispo à des besoins prégnants.
et c'est tout bénef, quoi. Donc, à voir si ça performe, c'est toujours la même chose. Mais tu vois, un mec comme Joshua Farmer, défensif tackle, il va arriver dans la rotation avec Barmore, qu'on va espérer ne plus avoir de blessures, de cailloux sanguins, et Milton Williams, qu'on a pris la free agency. Le mec, on va pas lui demander d'être titulaire instanté, il va avoir 25-30% des snaps peut-être. Il suffit juste qu'il performe à ce moment-là, on va pas lui demander de faire 50-60% des snaps. Donc, tout bénef d'intégrer ce genre de joueur dans un effectif. Voilà pour la FC Est. Je pense qu'on a fait un tour complet. J'ai essayé de me brider sur les Patriots parce que je pourrais rester pendant 3-4 heures, mais dans le vocal, je pense qu'Alex il m'a suffisamment subi. Donc je vais pas, j'ai été très synthétique sur ce qu'on a pu se dire, mais en tout cas, pour un peu spoiler également de son côté, on a tous les deux été très très contents de la draft de nos deux équipes. Donc voilà. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis sur cet épisode. Toujours instant promo, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout, le front office et sur Discord, qui est toujours énormément actif. Merci Alex. Merci à toi. Je ne sais plus quelle division est prévue sur l'épisode prochain, mais vous aurez la surprise. C'est une NFC en tout cas. Mais voilà, on se dit à bientôt, à très prochainement. Je ne sais plus si c'est demain ou dans 3 jours pour le prochain épisode. Mais n'hésitez pas à nous suivre partout et puis on continuera sur une prochaine division. Merci à tous, à bientôt et vive le football.